Ok, alors bonsoir à tout le monde. Ce soir, c'est questions-réponses. Et euh, il me semble que vous avez reçu tous la liste des questions. On en a à peu près 250. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut. S'il y a des gens qui sont en ligne et qui ont des questions, alors bien entendu, ils ont la priorité pour poser les questions en live, en direct. Et tant qu'il n'y a pas de questions qui sont posées, alors on va essayer de répondre aux questions qui ont été posées sur le groupe. Alors, on commence avec déjà une question qui a été posée il y a déjà quelques temps et qu'on n'a pas eu le temps de prendre en considération ce qu'il fallait répondre. Alors, quelqu'un il y a aujourd'hui des artistes qui font des dessins sur des assiettes. Et bien entendu, au lieu de payer le prix normal, tu payes ça 10 fois plus cher. Mais parce que c'est de l'art, d'accord? Donc c'est de l'art, et l'art, il faut payer. Et il y a des artistes qui font toutes sortes de choses sur les assiettes. Et un des artistes, il a écrit comment ça s'appelle, des versets, des moitiés de versets, des parties de versets sur les assiettes. Et il a écrit la traduction en français avec des petites explications. Et maintenant, après quelques années, bien entendu, c'est un service qui a coûté très cher. Après quelques années, il ne veut plus ce service et donc il voudrait savoir qu'est-ce qu'il peut en faire, est-ce qu'il peut le jeter ou alors est-ce que on doit mettre ce service à la Gnisa. Comme on doit mettre des bouquins à la Gnisa, on peut pas les jeter comme ça à la poubelle. Alors est-ce que ces assiettes, elles doivent être mises à la Gnisa? Alors là, d'abord, c'est pas une question simple, ça il faut savoir. Et les règles, il y a plusieurs choses qui ont obligation d'être mises à la Gnisa. Maintenant, il y a deux sortes de Gnisa. Il y a la Gnisa normale et il y a la Gnisa des choses qui sont Shemot HaKodesh, les noms divins. Par exemple, le parchemin de Sefer Torah, des Tfilin, du Mezouza, il y a écrit là-bas les noms d'Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, Elohim, etc. C'est des noms qui sont ineffaçables. Et donc, bien entendu, ces noms, ils doivent être mis à la Gnisa Chamura. C'est-à-dire qu'ils doivent être mis dans une Gnisa qui est spéciale pour ces choses-là. Mais on a encore toutes sortes de choses qui ont de la Gdusha, de la sainteté, et qui doivent aussi être mises à la Gnisa. Alors, maintenant, toutes sortes de choses où il y a des divergences. Est-ce que oui ou non? Donc, premièrement, des versets ou des parties de versets, d'accord? Alors, si c'est un verset entier, alors il a plus de Gdusha. Si c'est une moitié de verset, mais qui a été écrit pour qu'on l'étudie, pas seulement comme on fait par exemple dans les invitations des mariages, on écrit un demi-passouk en haut, comme ça, en farandole, comme ça, genre c'est l'invitation, et c'est pas pour être étudié, c'est juste pour le fun, pour mettre quelques mots de Torah, d'accord? Alors, il y en a qui disent que ça, il y a pas de problème, d'accord? Mais quand un verset est écrit pour être étudié, alors là, c'est un problème. Deuxième chose, le Ktav Ashuri. Le Ktav Ashuri, c'est-à-dire l'écriture avec laquelle on écrit les Sefer Torah. Alors, il y a de la sainteté dans l'écriture elle-même, la forme des lettres. D'ailleurs, on a déjà fait plusieurs cours ensemble pour montrer à quel point chaque lettre, sa forme, etc. Il y a des allusions au nom divin et à toutes sortes de choses. Donc, il y a beaucoup de décisionnaires qui disent qu'il y a de la kdusha, de la sainteté, dans l'essence même des lettres qui sont écrites d'une manière, comme on l'écrit dans la Sefer Torah, Ktav Ashuri. Troisième chose, toutes sortes de divrei Torah qui sont écrits, d'accord? Alors, ils ont une kdusha, puisque en fait, c'est une partie de la Torah, et donc, sans rapport avec les versets ou l'écriture elle-même, le contenu qui parle de Kdusha, qui parle de sainteté, qui parle de divrei Torah, alors lui aussi il a besoin de Gniza. Et dernière chose, le nom divin
qui est écrit en français, c'est-à-dire en français ou dans n'importe quelle langue qui n'est pas l'hébreu. Il y a aussi des divergences entre les poskim, entre les dictionnaires. Est-ce qu'il y a de la Kedusha? Donc en fait, ce qui se passe dans ces assiettes-là, c'est qu'on a un grand problème parce qu'on a sfek sfeka leachmir. C'est-à-dire qu'on a plusieurs doutes. Donc tous les doutes, ils sont que on a un problème. C'est-à-dire que premier doute, est-ce que le Ktav Ashuri, il a de la Kedusha, donc il a besoin de la Gniza. Même si le Ktav Ashuri n'a pas besoin de Gniza, mais il a été écrit dans un verset, donc il y a besoin de Gniza. Même si ce verset, il a pas besoin de Gniza, mais on a écrit des explications qui sont des livrets Torah en français, donc ça a besoin de Gniza. Même s'il n'y a pas écrit, même si ces explications, ils n'ont pas besoin de Gniza, alors peut-être le nom de Dieu qui est écrit, même qu'il écrit seulement en français, alors aussi il a besoin de Gniza. Donc on a beaucoup de phases ici qui nous posent un grand problème. Et donc la maskana, la conclusion dans cette histoire d'assiette, c'est que c'est un grand problème et qu'il y a besoin de mettre à la Gniza. Bien entendu, on va essayer de donner quand même un conseil pour pas rendre fou les gens, parce que de prendre maintenant une seconde, j'accepte tous les gens qui demandent de rentrer. Une seconde, voilà. Donc le conseil qu'on peut donner, c'est de ne pas être obligé de prendre des caisses et des cartons et de les amener à la Gniza, parce que c'est pas sûr aussi que vous allez trouver une Gniza qui vous accepte de prendre des services en porcelaine. C'est pas du tout sûr qu'ils ont ni la place, ou alors ils vont demander de payer. Alors le seul conseil qu'on peut donner, c'est tout simplement de trouver un endroit où on peut les enterrer, puisque la Gniza, de toutes les façons, c'est ce qu'on fait, on enterre. Donc aller dans un parc ou dans un endroit, et d'enterrer profondément ces assiettes là, et Bezrat Hashem, peut-être dans 200 ans quelqu'un les trouvera et ça sera une histoire pour faire quelque chose une archéologie, quelque chose très sympathique. Quoi qu'il en soit, en tout cas pour avoir une solution pratique, c'est la seule solution qu'on peut proposer, c'est d'enterrer ces assiettes. Sinon il faut trouver un endroit où on peut les mettre à la Gniza. Rav, excusez-moi, c'est moi en fait qui vous ai posé la question. Ok. Les assiettes, en fait, j'ai pas. Bonjour, hein. Bonjour. Et merci pour votre réponse. En fait, les assiettes c'était un service de David Kessel d'il y a une vingtaine d'années qui était très très à la mode. Les grandes assiettes c'était que du dessin, mais les petites assiettes il y avait du texte. Et la question c'est pas que je veux m'en débarrasser, c'est que j'ai une assiette qui est cassée. En fait, je veux pas me débarrasser du service. Alors ça c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, est-ce qu'on peut manger dedans? En fait, ça fait 20 ans qu'on mange, enfin, pas 20 ans qu'on mange dedans, mais est-ce qu'on a le droit de manger dedans? Parce que peut-être pas, c'est peut-être pas cavode de manger sur des textes sains. Alors là, c'est d'abord bon, ça change tout la direction de la question, de la réponse. Alors bon, ok, si c'est moi, on m'a exposé, c'était que c'est pour la Gniza, quoi qu'il en soit. Donc oui, les grandes assiettes qui sont que avec des dessins, bien entendu, il n'y a pas de problème. Les petites assiettes, celle qui est cassée, alors il faudra ou la mettre à la Gniza encore une fois, ou alors comment ça s'appelle, l'enterrer. Et pour manger dedans, c'est un grand problème, puisque en fait, c'est quoi la Gniza? Qu'est-ce qu'on met à la Gniza? On met à la Gniza des choses qui ont une sainteté et qu'on doit les utiliser avec du kavod. D'accord? Est-ce que, par exemple, je peux prendre un livre de Kodesh et me manger dessus? Je peux pas. C'est pas respectable de manger. Donc maintenant, l'assiette, c'est vrai qu'elle est faite pour manger, mais vu qu'il y a des livrets de Torah dessus, c'est un problème de manger dessus. Très bien. C'est un problème. Donc les petites assiettes, il faut les mettre sur le buffet pour décorer et on mange dans les grandes assiettes seulement. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bessimcha Rabba. Merci bien. Tov. Alors, on passe à la prochaine question qui a été posée. D'ailleurs, c'est une question qui a été posée en double. Une par les Français et une par les Israéliens. Donc, on va répondre ça, on va faire un mix des deux questions. Alors, première question qui a été posée, je pense, par certains Français qui en ont marre d'être en Israël, de faire 2 jours de fête. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est touriste et qu'on est en Israël et qu'on est à Pessah, Shavuot ou Sukkot? Est-ce qu'on doit faire 2 jours ou 1 jour? Ça, c'est la première question. La deuxième question des parents qui posent
la question, leurs enfants qui habitent en Israël, qui viennent pour les fêtes, est-ce qu'ils doivent faire 2 jours de fête comme en diaspora avec leurs parents, ou alors ils devront faire seulement 1 jour comme les Israéliens? Donc c'est la question exactement inverse. Est-ce que, donc récapitulons, un touriste français qui est en Israël, il doit faire 2 jours ou 1 jour? Est-ce qu'un touriste israélien qui est en France doit faire 2 jours ou 1 jour? Alors, la réponse, elle est comme ça. On va commencer par la Shita, comment on dit la Shita? L'opinion la plus simple, mais qui n'est pas la plus acceptée. Elle est peut-être plus simple du point de vue de comment on fait dans la vie, mais la majorité des décisionnaires n'ont pas accepté cette opinion. Et cette opinion, c'est l'opinion du Chacham Tzvi et du Baal HaTanya, c'est-à-dire Chabad et le Chacham Tzvi. Les deux, ils disent que le fait de faire 1 jour ou 2 jours, ça dépend pas du tout de la personne, ça dépend de l'endroit. Parce que nous, on a l'habitude de penser que est-ce que je suis français, est-ce que je suis israélien, d'où je viens, où je vais, etc. Eux, ils disent non, ça n'a rien à voir. Ça dépend l'endroit où tu es. En Israël, on fait 1 jour. En diaspora, on fait 2 jours. Donc, tous ceux qui sont en diaspora, qu'ils soient français ou israéliens, ça change rien, ils font 2 jours. Tous ceux qui sont en Israël, qu'ils soient français ou israéliens, ils font seulement 1 jour. Ça, et le Baal HaTanya, lui, par exemple, il explique la raison, c'est que, en fait, pourquoi ça dépend pourquoi en diaspora on a besoin de 2 jours? Tout simplement parce que l'abondance de la lumière divine qui descend sur nous pendant les fêtes, en Israël ça va beaucoup plus vite, et en Chutz La'aretz ça va beaucoup plus doucement parce que ça passe par toutes sortes de créneaux. Donc, quand tu es en Chutz La'aretz, de toutes les façons, tu as besoin de 2 jours pour recevoir les abondances spirituelles des fêtes. Donc, ça change rien d'où tu viens et où tu vas. Et quand t'es en Israël, même si t'es français ou tu viens de diaspora, donc là c'est la lumière divine, elle tombe de toutes les façons rapidement, elle tombe tout d'un bloc, donc tu la reçois en 1 jour. D'accord? Ça, c'est la première opinion, bien entendu, la plus simple, la plus facile. Et ceux qui sont Chabad, alors il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir, il y a des gens qui vont dire, ouais, alors moi, j'ai sur qui me tenir, puisque voilà, le Admour HaZaken, c'était pas rien, hein, c'était un grand rabbin. C'est pas un petit rabbin, un grand rabbin. Ok. Mais on a une Mishnah qui nous dit que on doit se faire un rave. Et il y a écrit que celui qui fait, par exemple, qui est coulé Bet Shammai ou qui est coulé Bet Hillel. Nous, notre rave dans la Mishnah, par exemple, c'est Bet Hillel. La halakha a été tranchée comme Bet Hillel, on ne fait pas comme Bet Shammai. Maintenant, la Mishnah, elle dit celui qui fait qui est coulé ze ou qui est coulé ze racha, qui est chumre ze ou qui est chumre ze peti. Quelqu'un, il va aller prendre toutes les rigueurs et de Shammai et de Hillel. Là où Hillel, il est rigoureux, il va aller comme Hillel. Là où Hillel, il a été Mekel, il a été plus cool, il va aller comme Shammai. Donc il fait tout hard, difficilement, il fait la rigueur. La Mishnah nous dit qu'il est petit, il est bête. Tu peux te faire un kiff si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais là, la reine nous dit qu'on doit aller d'après un rave. Et on ne peut pas zigzaguer. Et si on prend toutes les décisions de ce rave qui sont cool, et quand il est en rigueur, alors je vais chez l'autre rave qui est cool. Alors là, c'est un rachat. Pourquoi? Parce qu'en fait, il cherche pas vraiment à faire la volonté divine, il cherche à faire le plus simple possible. Donc, quelqu'un qui est Chabad, il fait Chabad dans tout. Et il y a plein de choses dans Chabad où ils sont à la pleine rigueur. Et alors, ils font aussi 1 jour quand ils sont en Eretz Israël, même s'ils viennent de Chutz La'aretz. Mais celui qui est pas Chabad, il peut pas décider du jour au lendemain, ça y est, moi je fais comme l'Admour HaZaken. Tu peux pas. C'est pas ton rave, c'est fini. La majorité des décisionnaires, le Shulchan Aruch aussi, n'ont pas écrit comme le Admour HaZaken. Et ils écrivent que ça dépend pas de l'endroit où tu es, mais ça dépend de la personne.
C'est-à-dire, tout dépend, et maintenant il y a des gens qui se gourrent. Ils disent, si j'ai la Teudat Zehut israélienne, je suis israélien. Donc je fais un jour. Si j'habite en Israël, mais j'ai pas la Teudat Zehut, c'est rien du tout. C'est quoi? C'est un bout de papier. C'est pas ça qui fixe qu'est-ce que je suis. Parce que demain, je peux retourner, même si j'ai la Teudat Zehut, je peux retourner habiter en France et c'est fini. C'est pas parce que j'ai une Teudat Zehut qu'on va m'obliger à habiter en Israël. Donc ce qui fixe, c'est Da'ato. C'est la volonté de la personne. Où toi, tu te trouves dans ta tête. Où t'habites. Donc, commençons par les enfants. Des enfants qui habitent en Eretz Israël. Et qui viennent pour les fêtes. Maintenant, si ces enfants-là, ils sont connectés à leurs parents dans l'argent, c'est-à-dire que c'est les parents qui les font vivre, ils dépendent des parents, et ils peuvent pas décider tout seuls, et il y a possibilité que les parents leur disent « tu reviens en France », alors ils sont pas encore israéliens. Pour être israélien, il faut habiter en Israël, bien entendu, la majorité de l'année, et avoir l'intention d'y rester. Parce que même si quelqu'un il habite toute l'année en Israël, mais il n'a pas l'intention d'y rester, il est là provisoirement, alors il est considéré comme de France. Tout dépend de la pensée de la personne. Da'ato l'arzor ou en da'ato l'arzor. Est-ce qu'il pense retourner ou pas retourner? Donc si cet enfant-là, il vient en France, mais ses parents, c'est vrai qu'ils lui donnent l'argent, mais il lui dit tu fais ce que tu veux. Et lui, dans sa tête, c'est 100% qui reste, et ses parents, il n'y a aucune chance qu'ils lui demandent de revenir. Alors, même après un jour qu'il est en Israël, il est israélien, c'est fini. Il est israélien, et même s'il est en France, il fait un jour. Minute. Un jour, les khumra. On n'a pas le droit, quand on est en France, même si on est israélien, de faire des melachot. De toutes les façons. Puisque, c'est-à-dire, je fais un jour de fête, le deuxième jour, j'ai fini la fête, mais j'ai le droit de rien faire, comme si j'étais en fête. Pourquoi? Puisque les autres sont en fête, moi, j'ai pas le droit de les alzel, j'ai pas le droit de montrer comme si c'était dérisoire. Le deuxième jour, il y a des gens qui vont peut-être me voir, ils vont dire, ah, il a une barbe, il est religieux, celui-là, regarde, il fume, il voyage, etc., etc. Alors, ils vont dire, allez, Yom Tov Sheni, c'est pas grave. Donc, même si je fais un seul jour à la vue des gens, mais de dehors, je fais 2 jours. C'est-à-dire que le deuxième jour, je vais mettre les tefilines à la maison, mais quand je vais à la synagogue, je prie sans tefilines. Je vais pas faire kiddush, parce que je peux pas faire la bracha Mekadesh à Shabbat, ou Mekadesh Israël Vazemanim, parce que moi j'ai fini la fête. D'accord? Mais je peux pas faire de melachot. Donc c'est tous les khumra. C'est pas que j'ai gagné quelque chose. C'est tous les khumra. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui viennent d'Israël en France. Et inversement, quelqu'un qui habite en France et qui n'a pas décidé à 100% qu'il habite en Israël. Alors, il est français. Même s'il habite en Israël, d'accord? Il est encore français. Il y a certaines choses qui montrent que la personne, elle est déjà israélienne dans sa tête et dans sa volonté. 1. Est-ce qu'il a une maison? S'il a une maison, alors en Israël, alors déjà bon, ça montre que il est déjà là-bas. Bien entendu, la maison, ça sert à rien s'il habite pas là-bas. Il peut pas avoir une maison et venir que pour les fêtes et alors dire voilà, moi je fais un seul jour. Non, parce que alors tout celui qui est millionnaire, il y a pas de problème, il va acheter une maison en Israël et c'est comme ça que la halakha elle est fixée parce que tu as de l'argent, tu peux faire maintenant, tu peux acheter une maison et maintenant tu t'achètes un studio, c'est fini, t'es tranquille. Non, ça marche pas comme ça. La maison, elle montre que j'habite en Israël. Donc même si je suis pas tout le temps en Israël, mais j'ai la maison en Israël et je pense habiter en Israël, alors je suis déjà appelé israélien, même si j'ai pas encore la Teudat Zehut, ça change rien. D'accord? Et ça, c'est la première chose de la maison. La deuxième chose, c'est si quelqu'un il a la maison et il fait toutes les fêtes en Israël. C'est-à-dire qu'il est aussi pour les Shalosh Regalim en Israël. Alors, c'est pas quelque chose que tout le monde accepte, mais il y a certains décisionnaires qui disent que ça joue le fait qu'il soit tous les Shalosh Regalim en Eretz Israël. Alors, en fait, il est fixé pour les fêtes en Israël. Il habite
pour les fêtes en Israël, mais encore une fois, c'est pas quelque chose que tout le monde a accepté. Donc, quoi qu'il en soit, quelqu'un qui est touriste et qui a l'intention de revenir en France, en tout cas pour l'instant, alors, désolé, j'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. Enfin, je sais pas si c'est mauvaise nouvelle, mais en tout cas, c'est peut-être embêtant, mais il devra faire 2 jours. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est d'aller dans un endroit où il y a encore d'autres touristes. Et alors, on a Minyan, on a tout ce qu'il faut, comme il faut. Dans plusieurs endroits, Baruch Hashem, en Israël, il y a plein de gens qui sont des touristes, surtout pendant les fêtes. Et donc, tout le monde fait 2 jours. Il n'y a pas de problème. Ok, donc ça, c'est pour les fêtes en Israël. Ok, prochaine question. Les livres de Chaim Walder. Il s'est suicidé, mais il ne va pas nous lâcher. Hein. Donc, les livres de Chaim Walder, est-ce qu'on doit les mettre à la poubelle, on doit les mettre à la Gniza, ou on peut les garder? Alors, d'abord, il faut savoir, les livres de Chaim Walder, 90% de ses bouquins, c'est pas lui qui les a écrits. C'est-à-dire que lui seulement, il a reçu des histoires de gens qui racontent leur vie. D'accord? C'est comme si tu me dis que j'ai un journal qui est imprimé par un mécréant, par un goy. Mais ce journal, c'est des journalistes qui prennent des histoires de gens et qui les mettent là-bas. On s'en fout qui c'est qui a imprimé ça, qui c'est qui a réécrit l'histoire. D'accord? Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Est-ce que ce contenu-là, c'est un contenu qui est bien ou qui est pas bien? Alors, les histoires qui sont écrites dans les bouquins de Chaim Walder, d'accord, c'est des histoires qui sont très bien, c'est des histoires qui sont très bien. C'est des gens qui racontent leurs histoires, comment ils se sont renforcés, comment ils ont eu la Hashgacha, comment ils ont vu la main d'Akadosh Baruch Hu, etc., etc., comment des enfants ont réussi à surmonter toutes sortes de problèmes, etc. Donc, quelqu'un qui veut garder les bouquins de Chaim Walder, il n'y a pas de problème. D'accord? Si il a du mal avec le nom, il a qu'à mettre du typex dessus, il n'y a pas de problème. On parle plus d'une question ilchatique, on parle d'une question sentimentale. Est-ce que j'ai du mal avec son nom ou pas? Mais c'est-à-dire que d'un point de vue du contenu, d'un point de vue de la halakha, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on doit mettre les livres, si on veut les jeter à la Gniza? Alors, je me rappelle pas très bien comment ces bouquins sont écrits, mais ça dépend en fait comment ils sont écrits. Parce que si, par exemple, à l'intérieur, il met dans les histoires aussi des divrei Torah ou des psukim, etc., etc., alors là, ça devient un problème, comme on l'a déjà dit juste avant avec les assiettes, d'accord? Mais si c'est seulement des histoires, alors on peut les mettre à la poubelle, il n'y a pas de problème. Quelqu'un a une question? Sinon, je continue. Ok. Quelqu'un a posé la question, il a fait Seuda Shlishit avec mezonot, des gâteaux, donc il a fait mezonot, il a mangé, et après, Shabbat est sorti, et où il a fait Arvit, où il a dit Amavdil ben Kodesh lechol, où il a fait la Havdalah. Alors, est-ce qu'il a comment il fait? Maintenant, il doit faire la bracha achona. Il n'a pas encore fait la dernière bénédiction à la Mechia à la Kalkala. Et dans la Mechia à la Kalkala, comme dans le Birkat Amazon, on a Retzeva Chalitzenu, le passage qu'on rajoute pour Shabbat. Alors, à la Mechia, il y a aussi une phrase qu'on rajoute. Est-ce que la phrase de Shabbat, après qu'il a fait qu'il a dit Amavdil ben Kodesh lechol, ou qu'il a fait Arvit, ou qu'il a fait la Havdalah, alors est-ce qu'il peut encore dire cette phrase-là ou non? Le Khatam Sofer, il dit que il peut plus dire cette phrase-là, puisque Shabbat est sorti. Après qu'il a dit Amavdil ben Kodesh lechol, Shabbat est sorti. La majorité des décisionnaires ne disent pas comme le Khatam Sofer. Ils disent que ça change rien que Shabbat est sorti, même s'il a dit Amavdil ben Kodesh lechol. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un, il a fait la Seuda Shlishit, il a terminé à 10h du soir. Il a le droit. Shabbat est sorti depuis longtemps. De toutes les façons, il est sorti. Que tu as dit Baruch Hamavdil ben Kodesh lechol, ou que tu n'as pas dit Baruch Hamavdil ben Kodesh lechol. Ce qu'on dit Baruch Hamavdil ben Kodesh lechol, c'est rien que pour pouvoir faire des melachot,
pour pouvoir faire des actions. Mais ça veut pas dire que Shabbat n'est pas sorti. Shabbat est sorti de toutes les façons. D'accord? Donc, la majorité des décisionnaires, ils disent qu'on peut quand même le faire, mais les maïsés, pratiquement, on le fait pas. Pourquoi? Puisqu'on a une machloket, puisqu'on a une divergence, alors Shev al Ta'aseh Adif, il vaut mieux ne rien faire, parce que quand on fait le Birkat Amazon, ou on fait à la Mechia, sans dire cette phrase-là, après que Shabbat est sorti, tout le monde est d'accord qu'on est quitte. Donc, on va pas prendre de risque, on va pas dire cette phrase-là, vu qu'il y a une divergence sur cette phrase-là, ou ce Retzé, est-ce qu'on doit le dire ou pas, parce qu'on peut pas dire Beyom HaShabbat Hazeh, parce qu'il y en a qui disent que c'est plus Shabbat Hazeh, même si, d'un point de vue de la halakha, ça, tout dépend du début du repas. Si le début du repas c'était Shabbat, alors le Birkat Amazon, il fait partie de Shabbat. Il fait partie du repas de Shabbat. Mais comme on l'a dit, puisqu'il y a une divergence, alors on ne dira pas ni Retzé, ni cette phrase-là dans à la Mechia, et on fait normalement sans rien rajouter, et de toutes les façons, on se rend quitte d'après tous les avis. Prochaine question. Alors. Est-ce qu'on a le droit de porter en Israël, à Jérusalem, à Ashdod, à Tel Aviv, à Natania, etc. Alors comme ça. On a 3 sortes d'endroits ilchatim Shabbat. Reshut HaYachid, c'est l'endroit où j'habite, qui est fermé, il y a des murs. C'est l'endroit du particulier. Et il y a Reshut HaRabim, c'est là où il y a tout le monde. La rue. Et il y a Carmélite. Carmélite, c'est ni ça, ni ça. Quelque chose au milieu. C'est pas très grand, c'est pas très large. On va pas rentrer dans les détails parce que ça va nous prendre quelques jours pour expliquer. Donc, prenez ça, grosso modo, Reshut HaYachid, le particulier, Reshut HaRabim, le public, et quelque chose au milieu. Okay. Dans ma maison, qui est mon territoire particulier, je peux porter. Dans le Reshut HaRabim, je peux pas porter. Je peux pas porter. Dans Carmélite, celui qui est au milieu, je peux pas porter non plus, mais je peux le rendre Reshut HaYachid. C'est-à-dire, je peux, comme c'est des Rabbanan, c'est pas vraiment interdit d'un point de vue de la Torah. Donc nos sages nous disent, viens, je vais te donner une astuce pour transformer ce Carmélite là en Reshut HaYachid. Comment on fait? Surat HaPetach. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai une grande maison. D'accord? Je veux dans ma maison mettre des portes partout. J'ai le droit ou pas? J'ai le droit. J'ai pas de mur, j'ai que des portes. Pas de problème. T'es dingue, mais tu as le droit. D'accord? Donc, j'ai des portes partout. Nos sages, ils nous disent, voilà, c'est ce que tu vas faire. Tu prends Carmélite, tu vas mettre 2 poteaux, et tu vas mettre au-dessus, ou un fil, ou une poteau, ou l'homme chané. Ça change rien. Quelque chose qui a une forme de porte. Des linteaux avec en haut, d'accord? Et ça, c'est une porte. Et à côté, tu vas mettre une autre porte, comme ça. Et à côté, une autre porte. Et tout autour, tu mets comme ça, et c'est ça ce qu'on appelle le hérouv. Le hérouv en hébreu, ça veut dire mélanger. Ça veut dire qu'en fait, je prends tout cet espace-là, qui en fait, qui ressemble à Reshut HaRabim, d'accord? Qui est comme un endroit public, et je le mélange, c'est-à-dire je le renferme, je le transforme en quelque chose d'autre, en Reshut HaYachid. Alors, je peux porter. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'appelle Reshut HaRabim
Et qu'est-ce qui s'appelle carmélite? Pourquoi? Parce que Reshut Harabim, on ne peut pas le transformer en Reshut Hayachid, impossible. Ou alors tu lui mets des murs. Si tu as fait des murs, il n'y a pas de problème. Tu as une maison de 40 km², il n'y a pas de problème. D'accord? Mais tu dois mettre des murs. Partout. Ça doit être fermé complètement. Comme une maison. Donc Reshut Harabim, on ne peut pas le transformer en Reshut Hayachid. Carmélite, on peut. Avec Tsurat HaPetach, on met les formes de porte partout et on a transformé ça en sorte de Reshut Hayachid. La grande question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que Reshut Harabim. Et on a une grande divergence dans les décisionnaires depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps, jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Puisque même dans le Shulchan Aruch lui-même, on a une divergence dans les décisionnaires. Quel est l'avis du Shulchan Aruch? Pas le Réma. Les Ashkenazim, c'est plus simple. Mais dans le Shulchan Aruch, dans notre famille, la famille Messas, Rabbi Yosef, il disait quelque chose, Rabbi Shalom, il disait l'inverse. D'accord? J'explique. Reshut Harabim, c'est un endroit du public. Alors, il y a des décisionnaires qui disent, c'est quoi l'endroit du public? C'est un endroit qui est large. 8 mètres. Shesh Esrei Ama. C'était l'endroit qui était enfin, c'est pas, on va pas rentrer dans les détails, d'accord? Mais dans le désert, c'était l'endroit où les gens y marchaient. Donc c'est l'endroit où le public y va. Tetzain Ama, 8 mètres, ça, maintenant, n'importe quelle route dans le monde, elle fait plus que 8 mètres. Donc en fait, n'importe quelle ville, elle est Reshut Harabim, puisqu'on a des routes de plus de 8 mètres, donc c'est tout Reshut Harabim, donc on ne peut pas faire de Hérouv, et on ne peut pas porter. Mais il y a des décisionnaires qui disent, non, ça suffit pas, 8 mètres. Il faut 8 mètres, mais il faut que ça ressemble à ce qu'il y avait dans le désert. Puisque toutes les mélachot de Shabbat, on les apprend du Mishkan. On les apprend de ce qu'il y avait dans le désert, dans le Mishkan. Donc, non seulement il faut 8 mètres de large, mais il faut qu'il y ait 600 000 personnes qui passent par jour. Ah, là, c'est plus compliqué. On a peut-être l'André de Jérusalem, peut-être. Les Champs-Élysées, certaines rues à New York, mais c'est tout. Donc la majorité des endroits, ils sont pas Reshut Harabim, puisqu'on n'a pas 600 000 personnes qui passent par jour. Donc automatiquement c'est carmélite, et si c'est carmélite, alors je peux le transformer en Reshut Hayachid avec la forme des portes. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est une divergence dans les décisionnaires. Dans le Siman 345, dans Orach Chaim, vous verrez dans Mishnah Bura, il ramène 18 Rishonim qui disent comme ça, 18 qui disent l'inverse. Rabbi Shalom, il dit que l'avis du Shulchan Aruch, c'est que c'est interdit, que aujourd'hui c'est Reshut Harabim. Rabbi Yosef, il dit non, on n'a pas Reshut Harabim aujourd'hui, c'est tout carmélite et on peut faire le Hérouv. Donc, on voit donc, on aura aussi, bien entendu, toutes sortes de minagim. Le Ari Kadosh, lui, il disait que on n'a pas Reshut Harabim aujourd'hui. S'il n'y a pas 600 000 personnes, c'est pas Reshut Harabim. Lui, il portait. Mais il y a beaucoup encore une fois, de décisionnaires qui pensent pas comme ça. Donc vous verrez qu'il y a des gens qui portent pas dans n'importe quelle ville, et il y a des gens qui portent dans toutes les villes. Dans toutes les villes où il y a un Hérouv, bien entendu. Il faut savoir qu'il y a véritablement un Hérouv, et que le Hérouv, il est vérifié. Parce que le Hérouv, il peut aussi s'abîmer. Puisqu'on parle de fils, souvent les fils ils se cassent, ils se brisent, etc. Donc il faut que ça soit vérifié tout le temps, qu'il y ait une rabbanout sérieuse qui vérifie que le Hérouv il est intact. Et donc alors on pourra, d'après chacun son minag, d'après chacun son rave ou son habitude, porter ou ne pas porter dans toutes les villes d'Israël. Est-ce que ça a trait avec le fait qu'il y a des gens qui vont avec le talit après la tfila, le matin, Shabbat? Pas du tout. Le fait d'aller avec le talit, parce que je rentre ça parce que c'était dans la même question. Il y en a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que c'est pour ça que les gens ils gardent le talit sur eux après la tfila? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, puisque en fait le talit, je peux le plier et le mettre à la synagogue, ou alors je peux le garder avec moi. Il n'y a pas de problème, ça n'a rien à voir avec le Hérouv ou pas le Hérouv.
il n'y a pas vraiment de source pourquoi les gens ils vont avec le talit, mais c'est comme ça le minag. Le minag est d'aller avec le talit jusqu'à qu'on arrive à la maison faire kidouche. Il y en a qui disent que ce minag-là, il vient du fait qu'il y a écrit, je crois, ou dans le Shla ou dans le Chida, je ne me rappelle plus, par exemple, que Erev Shabbat, on doit faire kidouche avec les habits avec lesquels on a fait la prière. Donc, Erev Shabbat, le Shabbat le soir, on est en costume, on est sans talit. Donc, tu viens, tu dois faire kidouche avec ton costume, et c'est zéro, avec les habits. Mais le Shabbat matin, on fait la prière avec le costume et le talit. Donc, on doit faire aussi le kidouche, comme on a fait le kidouche à la synagogue, Mekadesh Israël, Mekadesh Shabbat, avec les habits un tel, alors le kidouche à la maison, on doit faire avec les habits un tel. Comme le matin, on a fait avec le talit, alors à la maison, on doit faire aussi avec le talit. C'est pas vraiment une explication qui est genre 100%, mais il y a certains commentateurs qui ont expliqué comme ça le minag d'aller avec le talit après la tfila. Quoi qu'il en soit, il y a un minag comme ça, c'est pas obligé, d'accord? Mais il y a un minag comme ça d'aller avec le talit, et c'est pas à cause du hérouv, est-ce qu'on peut porter ou on peut pas porter? C'est pour d'autres raisons. Quelqu'un a une question? Sinon, on continue. Ok. Non, vas-y, continue. Prochaine question. Vous m'avez pas fait la vie facile avec vos questions. Hein. Est-ce qu'on a le droit de mettre la plata, la plaque chauffante de Shabbat, avec la minuterie? Elle va s'éteindre pendant la nuit. Moi, le matin, je viens et je mets sur la plaque une marmite avec de la sauce. Un repas, mais qui n'est pas sec. Et la plata, elle va se rallumer avec la minuterie et ça va chauffer cette chose-là. Et donc la question, c'est de savoir est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit. Alors, je vais vous dire la vérité, cette question-là, on a eu un grand balagan dessus il y a quelques années, quand le Rav Ovadia Yosef, dans son dernier volume de Yabia Omer, après qu'il avait écrit autre chose, et le Yalkut Yosef, son fils, a aussi écrit autrement, il a écrit dans Shulchan Aruch que Grama Muteret Beshabbat. On n'a pas le droit de faire de Melachot Shabbat, mais on a le droit de faire des Melachot en Grama. C'est-à-dire que pas les faire directement, mais les faire qu'ils vont être faits avec un intermédiaire. C'est-à-dire qu'une étape au milieu, c'est pas moi qui les fais directement. Par exemple, j'ai mis la minuterie, c'est pas moi qui ai allumé. Bon, c'est moi qui ai mis la minuterie, mais après la minuterie, c'est elle qui a allumé. Alors ça s'appelle Grama. Ça veut dire j'ai engendré la Melacha. Je l'ai pas faite, mais j'ai fait qu'elle soit faite. Ça s'appelle Grama. Il y a écrit dans Shulchan Aruch, Grama Muteret Beshabbat. Le Réma écrit Bimkom Efsed, Bimkom Pseida. C'est-à-dire seulement si on a une perte d'argent ou un grand problème, etc. Mais sinon, c'est interdit par nos sages. Parce que, à la fin, cette action elle a été faite. Le Rav Ovadia Yosef, dans son dernier volume, il vient et il écrit que l'avis du Shulchan Aruch, c'est que Grama, elle est complètement permise. Et donc, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre la minuterie, ça va s'allumer, ça va cuire, puisque c'est quelque chose avec de la sauce. Et la sauce, on n'a pas le droit de la mettre Shabbat sur la plaque. On a le droit de mettre que des choses qui sont secs, parce que après que quelque chose qui est sec, il a cuit, il recuit pas. Maintenant, il fait que s'abîmer. Il cuit pas. Mais quelque chose qui était liquide et qui s'est refroidi, ben, il recuit. Donc, en fait, on n'a pas le droit de cuire Shabbat. D'accord? Donc, il dit, vu que moi, j'ai rien cuit, ça a été en Grama.
ça a été engendré par la minuterie, il dit c'est permis. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire ça alors? Je vais peut-être avoir l'air pas normal de dire une chose pareille, mais c'est pas simple. Même si le Rav Ovadia Yosef a écrit comme ça, c'est pas simple du tout. J'étais moi-même, il y a quelques années, chez son fils, le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, et je lui ai posé la question, je lui ai dit, écoute, il me semble que tu as écrit, pas comme ton père dans tes bouquins, que c'est interdit. Alors il m'a dit en rigolant, je suis pas toujours d'accord avec mon père. D'accord? Donc c'est vrai qu'à 90% des cas, le Rav Yitzhak Yosef, il continue les avis de son père, mais... Donc, et il faut savoir qu'il y a beaucoup de décisionnaires, bien entendu, qui n'écrivent pas comme ça, qui disent que le Réma, il n'a fait qu'expliquer le Shulchan Aruch. C'est pas qu'il y a une divergence entre eux, que lui il pense que Gramma c'est permis, et lui il dit non, c'est permis que dans un cas de force majeure. Non, le Réma, il explique le Shulchan Aruch, que même le Shulchan Aruch, il pense qu'on n'a pas le droit de faire une action avec un intermédiaire. C'est de toutes les façons interdit, sauf en cas de force majeure. Donc, c'est pas simple du tout. Quelqu'un, encore une fois, qui est l'élève du Rav Ovadia Yosef et qui fait tout par rapport à Ovadia Yosef, alors, s'il veut faire comme ça, ok, il a Almi Lismor, mais sinon, c'est pas simple du tout, d'accord? Bien entendu, encore une fois, maintenant, on parle de quelque chose où il y a de la sauce. Maintenant, il y a de la sauce, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sauce. Mais si, par exemple, il y a un peu de sauce, alors là, même pendant Shabbat, si la plaque, elle est allumée, il y a beaucoup de dessinaires qui disent qu'on peut mettre. Les Marocains ne font pas ça. Rabbi Shalom, il dit que même s'il y a un petit peu de sauce, on peut pas mettre sur la plaque. D'accord? Il faut que ce soit complètement sec. D'accord? Mais, il y a beaucoup de décisionnaires qui disent que si c'est un minimum, c'est seulement pour pas que ça brûle ou un truc comme ça, c'est pas qu'il y a de la soupe dedans. D'accord? C'est un petit peu de sauce. Alors, la majorité, c'est du sec. Il n'y a pas de problème. Même Shabbat, si la plaque est allumée, on peut le mettre dessus. Donc, bien entendu, on pourra faire ça, la même chose avec la minuterie, parce que c'est beaucoup plus simple avec la minuterie. Mais même Shabbat, on pourra faire le mettre sur la plaque de cette manière. Une question pas tout à fait ilchatique qui nous a été posée. Est-ce que aujourd'hui, en Eretz Israël, on est encore en galoute? Alors, c'est une bonne question, pas ilchatique, mais bon, c'est intéressant d'y penser. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'avis à ce sujet-là, et je vais peut-être vous étonner en vous disant que Satmer, c'était pas les plus Katskitsoniout, c'était pas les plus extrêmes, puisque le Rabbi de Lubavitch était encore plus extrême que Satmer. Et le Rabbi de Lubavitch, il disait que celui qui dit que l'État d'Israël, c'est le début de la Géoula, ou offert et hachosher leor et haor lechosher. Maintenant, il faut savoir, on le sait tous, le Rabbi de Lubavitch travaillait main dans la main avec l'État d'Israël. Il était tout le temps en contact avec les dirigeants, etc., etc. Mais il disait, ça n'a rien à voir. Le fait qu'on aide l'État, le fait qu'on aime nos frères et notre État, ça c'est une chose. Mais est-ce que c'est la Géoula? Ça n'a rien à voir. Le Rabbi Lubavitch disait, la Géoula, c'est quand le Mashiach il arrive. Si le Mashiach il arrive pas, c'est pas encore la Géoula. La Géoula elle commence quand le Mashiach il arrive. Ok? Zéouzé. Donc ça c'est l'extrême 1. D'accord? L'extrême 2, c'est le Hebeyar 1948. Igiazman Geoulatrem. On est arrivé à la fin des temps. Ça y est, c'est fini. Tout va pour le mieux. On est en Géoula. Et il y a encore plusieurs avis, mais on va pas tous les donner. L'avis au milieu, qui dit que, en fait, le fait qu'on soit revenu en Israël, c'est à Tralta de Géoula. C'est-à-dire qu'on a commencé, on n'est pas encore en Géoula, on a commencé la Géoula. Pourquoi on a commencé la Géoula et on n'est pas encore en Géoula? Parce que la Géoula, c'est quand la délivrance, c'est quand le Mashiach il arrive, mais on a commencé le processus de la Géoula qui commence avec le retour du peuple à Sion. Donc,
après qu'on est revenu en Eretz Israël, on a commencé ce processus-là. Maintenant, même dans ces 3 avis, on a encore pas mal d'avis. Pourquoi? En 1948, après les grands miracles qu'il y a eu, il faut savoir que pratiquement tout le monde, compris tous les rabbins les plus orthodoxes, tout le monde, ont vu la rédemption dans ce qui s'est passé en 1948. Mais après, quand ils ont vu ce que l'État, le gouvernement, faisait de l'État, alors ils ont dit non, on s'est gouré, ça n'a rien à voir. Le Rav Dessler, par exemple, dans Mirtav Meliaou, il a une lettre où il parle en 1948, juste après la déclaration de l'indépendance d'Israël, qu'il écrit qu'on a le début de la Géoula et une grande lumière divine qui s'est réveillée sur nous. L'année d'après, il écrit une autre lettre, il dit on a raté le coche. On a raté le coche. Dieu nous avait donné la possibilité d'amener la Géoula et nous on est parti à l'ouest complètement. On a pris l'État dans complètement une autre direction, on essaye d'enlever les gens de la religion, etc., etc., etc. Maintenant, quand il y a des gens qui disent qu'on est encore en galoute en Israël, il y a même des gens, c'est-à-dire qu'il y a même des tendances qui pensent que depuis 1948, c'est Atralta de Géoula, mais on est encore en galoute. C'est-à-dire, on a commencé la Géoula, mais la galoute, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, est-ce que l'État d'Israël il peut bouger le petit doigt sans les États-Unis? Il peut pas. Donc on est encore en galoute. Pourquoi? Puisque c'est quoi la galoute? La galoute, ça veut dire que on dépend des peuples. Donc que tu sois en Israël ou en dehors d'Israël, tu es encore en galoute. Il y en a qui vont dire non. Ce qui dépend, c'est est-ce qu'on est en Israël ou pas. D'accord? Donc il y a toutes sortes de chitotes, toutes sortes d'amalgames, toutes sortes de considérations dans ces choses-là. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont claires à 100%. D'accord? La seule chose qui est claire à 100%, c'est que on avance vers la Géoula. Est-ce qu'on est au milieu de la Tralta, après la Tralta? Est-ce qu'on est encore en galoute ou pas en galoute? Tout ça, c'est pas très important. D'accord? Ce qui est clair, c'est que Dieu, il a écrit que Dvar Hashem zo halacha. Quand Dieu, il parle, c'est l'histoire qui parle, c'est Dieu qui parle. Donc, on voit que Dieu nous amène avec tout ce qui se passe aujourd'hui vers la Géoula. D'accord? Maintenant, quelqu'un, il veut se sentir en galoute, ben, ça dépend de lui. S'il veut être en galoute, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un, il veut se sentir en galoute, le Zohar nous dit que les Talmidei Chachamim, ils sont me'en olam haba. Toute leur vie, ils sont déjà en Géoula. Donc, en fait, ça dépend de la personne. Quelqu'un qui, d'ailleurs, par exemple, j'ai entendu une fois le Rav Avraham Yosef, je crois, qui avait posé la question, est-ce qu'à Yom Ha'atzmaut, on a le droit de se raser? Et je veux pas dire de bêtises, hein, je suis pas sûr 100% que c'est ça lui, mais c'était dans ce secteur-là qu'il a dit, ça dépend, qu'est-ce que tu sens? Est-ce que si tu sens que c'est la Géoula, si tu sens que c'est une bonté d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est Yom Tov. Sinon, ben non. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui restent un peu dans le flou. Ça dépend de la personne. Donc, encore une fois, quelqu'un, il veut se sentir en galoute, il n'y a pas de problème. Mais il semblerait que même quand le Mashiach il va arriver, il y a des gens qui vont encore se sentir en galoute. Ok, d'accord? Maintenant, nous, le but du jeu, encore une fois, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et la Géoula, c'est c'est que tout le monde va être rempli de la connaissance divine. Donc nous, on doit travailler dans ce chemin-là, dans ce kivun-là, dans cette direction-là. Et alors, bien entendu qu'on peut se sentir déjà en Géoula, ou en tout cas en Atralta de Géoula. Et alors, de toutes les façons, on est dans la bonne direction. Excusez-moi, Ram. Ken. Vous vous sentez comment? Moi, je me sens tous les jours en pleine Géoula.
va vous fâcher. Ok. Voilà. La dernière question pour aujourd'hui. On a fait un peu un loop sur toutes sortes de questions aujourd'hui qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres, mais c'est pas grave. Comment doit-on faire Shabbat après le Kiddush? Est-ce qu'on fait directement Motzi? Il y en a qui ont l'habitude de faire des brachot. Il y en a qui font l'apéritif. Et il y en a qui font des brachot. Etz, Adama, Sheakol, Mezonot. Pourquoi? Parce que on doit faire tous les jours 100 brachot. Et Shabbat, puisque dans la Hamida, en lieu de 19 brachot, on n'en fait que 7. Alors il nous manque pas mal de brachot. Donc pour compléter les brachot, alors on essaye de faire le maximum de birkot hanehenim, de manger plus, de boire plus, etc., pour pouvoir faire des brachot en plus. Bien entendu, celui qui va à la Sina, c'est beaucoup plus simple, puisqu'il va entendre aussi les brachot de la Torah, les birkot de la Haftara, alors il complète encore pas mal de brachot. D'accord? Donc, maintenant, le minag de Tzfon Africa, de pas mal d'Afrique du Nord, c'est après le Kiddush de faire les brachot. Maintenant, il faut faire attention. Quand on fait les brachot, il faut manger un tout petit peu. Il y en a qui s'assoient et commencent à faire l'apéro. Oh, ça marche pas comme ça. Parce que quand tu fais Kiddush, et après tu commences à faire l'apéritif, et que tu manges, maintenant tu vas faire Motzi. Est-ce que tu dois faire bracha achona avant ou pas? Maintenant, après que tu as mangé Shiur, tu as mangé 30 grammes, tu dois faire à la mechia, tu as mangé 30 grammes de fruits, etc. Tu dois faire boré nefashot. Mais tu peux pas faire. Parce que dans une seconde, tu vas faire Motzi, et le birkat, lui, il rend quitte toutes les brachot. Donc tu rentres dans un safek. Et alors, on n'a pas le droit de rentrer dans un safek parce qu'en fait, on annule des brachot. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit juste goûter pour la bracha. Etz, Adama, Mezonot, Sheakol, un tout petit peu. Beaucoup moins que 30 grammes. Et alors, on a fait la bracha et on rentre pas dans les toutes. Le Rav Ovadia Yosef et d'autres décisionnaires, ils disent, non, c'est ce qui s'appelle bracha shenat tzricha. Tu fais une bracha qu'on n'a pas besoin. Puisque dans une seconde, tu vas faire Motzi. Et Motzi, il rend quitte. Etz, Mezonot, Sheakol, il rend quitte tout. Donc en fait, tu fais des brachot que tu n'as pas besoin de faire. Puisque dans une seconde, tu vas faire une autre bracha qui va rendre quitte tout. Et donc c'est comme bracha levatala. C'est une bracha qui est faite pour rien. Comme on n'a pas le droit de dire le nom de Dieu en vain, on n'a pas le droit de faire des brachot en vain. Donc si tu fais cette bracha, alors dans une seconde, tu vas faire une autre bracha, pour rien, tu as dit le nom de Dieu. Pour rien. Et donc c'est interdit. Les décisionnaires qui pensent pas comme ça, eux ils disent non. Ils disent, pourquoi je fais cette brachot? Je fais pas parce que je sais que je vais faire Motzi, mais je fais ça pour rajouter des brachot. C'est-à-dire que je fais pas ça pour rien, juste pour le dire. Je fais ça pour rajouter des brachot, pour avoir les 100 brachot. Donc comme ma kavana, c'est de faire la volonté divine, donc c'est pas pour bafouer le nom divin, c'est pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Dieu m'a demandé de faire le maximum de brachot. Je peux pas le faire autrement. Donc je fais ça pour gagner des brachot. Et donc automatiquement, c'est pas dire des brachot en vain. Et donc alors, c'est comme ça que le minag est expliqué de faire les brachot après le kiddush. Et comme ça, on peut rajouter les 100 brachot. Comme d'habitude, chacun fera d'après son minag. Et on pourra pas dire, moi dans ce minag, je suis comme les Marocains, je veux faire l'apéro après le kiddush. Si t'es marocain, il n'y a pas de problème. Si ton minag c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Sinon, chacun fera d'après son rave et d'après son minag. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui avec toutes les questions. Si quelqu'un a encore une question en direct, alors on essaiera de répondre le rapidement possible. Et sinon, la prochaine fois, on continuera. Non, c'était juste une question par rapport à ce que vous avez déjà dit tout à l'heure. Ken. Par rapport à un liquide, enfin plutôt un plat où il y aurait pas mal de liquide. Est-ce qu'on pouvait le poser ou non sur la plata? Il me semble avoir entendu que si le plat il est congelé, même s'il y a beaucoup de liquide et que c'est congelé, on aurait le droit de le poser sur la plata.
Et donc, il va décongeler tout seul et il va chauffer tout seul. Est-ce que j'avais bien compris ou... C'est une marloquette. Il y a une divergence là-dessus. En fait, la question, c'est de savoir, qu'est-ce qu'on appelle sec? Est-ce que quelque chose de sec, c'est en fait quelque chose qui, dans sa nature, elle est sec, et pas que j'ai fait un truc pour le rendre sec? Parce que je prends un schnitzel, qu'il soit dans le réfrigérateur, au congélateur ou dehors, il est sec de toutes les façons. Cette soupe-là, elle n'est pas vraiment sec. Parce qu'en fait, c'est quoi la question? C'est de savoir est-ce que ça se recuit ou pas. Quelque chose qui est liquide, après qu'il a refroidi, il se recuit. Donc tu l'as transformé avec un truc, comment ça s'appelle, un patent, comment on dit un patent, une invention. Tu l'as transformé, tu as réussi à le transformer en quelques minutes en quelque chose de sec, mais il n'est pas vraiment sec. S'il est fait de liquide, qui vont de toutes les façons être recuits. D'accord? Donc il y a beaucoup de dictionnaires qui disent que ça suffit, ça marche pas de mettre une soupe congelée sur la plaque. Ça me gênait aussi un petit peu, mais enfin, je parlais pas de soupe, c'est vraiment un cas extrême, mais disons un plat avec beaucoup de jus. Donc voilà, quand il est congelé, bon, mais donc vous me dites que c'est... Mais beaucoup de jus, ça dépend quoi, parce que quand tu as un plat avec beaucoup de jus, mais l'essentiel, par exemple, c'est de la viande ou des boulettes, etc. Si tu enlèves les boulettes et la viande, tu verras qu'il reste pas tellement de jus. C'est-à-dire que, donc quand on parle de rove, ça veut dire qu'il faut voir qu'est-ce qui est vraiment la chose la principale dans le plat. D'accord? Donc, quand on parle de sauce, on parle pas qu'il faut qu'il y ait seulement 1 millimètre. Il peut y avoir, d'après ceux qui permettent, je parle, comme on l'a dit déjà, Rabbi Shalom, il permet pas. Mais ceux qui permettent, alors il faudra que ce soit pas seulement 1 millimètre, que ce soit la majorité sec, mais il y a de la sauce. Pas beaucoup de sauce. Est-ce que, par hasard, on pourrait résoudre toutes ces difficultés en ne déposant pas directement la marmite sur la plata, mais sur une grille qui est elle-même sur la plata? Est-ce que si on fait ça change strictement rien. La question là de savoir, c'est savoir est-ce que ça cuit ou pas. Si on met un liquide qui va arriver à 45 degrés, parce qu'il va se réchauffer, ça change rien comment il est arrivé à 45 degrés. Qu'il soit sur la plaque ou sur une autre plaque, etc. Tachles, à la fin, il a cuit. Et ça, c'est interdit. Maintenant, Le fait qu'on met quelque chose, une autre marmite à l'envers, c'est quand on veut mettre quelque chose et qu'on veut pas qu'il y ait mirzé. C'est-à-dire qu'on veut pas que ça a l'air que je cuis. Par exemple, les Ashkenazim, eux, ils pensent que même sur la plaque, on peut pas mettre des choses sur la plaque parce que ça a l'air. Tu cuis pas, tu mets du schnitzel, ça cuit pas, c'est déjà sec. Mais ça a l'air que tu cuis. Donc pour pas que ça ait l'air, alors je mets une marmite à l'envers et je mets là-dessus. Alors là, personne ne croit que tu vas cuire avec une marmite à l'envers dessus. Quand tu mets dessous. Alors ce qu'on fait, de mettre une marmite à l'envers ou des trucs comme ça, c'est pour pas que ça ait l'air que je cuis. D'accord? Mais si ça cuit vraiment, ça change rien. Est-ce que ça a l'air ou ça n'a pas l'air? À la fin, ça cuit. Ok. Mais là, tous les plats dont on parle, ils sont quand même déjà cuits d'avant Shabbat. Éventuellement, on les a sortis du frigo, c'est du gel, ou voire même du congélateur. Mais là, la question, c'était pas de savoir si on a cuit, c'est déjà cuit en vérité. Enfin, si c'est pas cuit, c'est sûr que c'est encore autre chose, c'est un autre cas. Mais là, c'est déjà cuit, encore une fois. Une chose qui est sec, c'est pas possible. Une chose qui est sec, et une chose qui a été cuite et qui est sec, alors elle a fini sa cuisson. Tu prends un schnitzel, tu prends du riz, tu prends des pâtes. Alors, il est cuit, c'est fini. D'accord? Mais quelque chose qui est liquide, d'accord? Alors, ça cuit, mais après que ça se refroidit, ça va recuire. Il y a des dictionnaires qui disent que non, hein. Je pensais que c'était que pour l'eau pure, moi. Ah non. Tous les liquides. C'est valable aussi pour les jus, alors. Tous les liquides.
D'accord. Le Rambam, il dit pas comme ça, mais on n'est pas, on tranche pas comme le Rambam dans cette question. Le Shulchan Aruch et les autres dictionnaires, ils pensent pas comme le Rambam. Le Rambam, il dit que tout ce qui a été cuit, c'est fini, même les liquides. Mais tous les dictionnaires, ils disent pas comme, la majorité des dictionnaires, ils disent pas comme ça. Et la halakha, elle est pas comme ça, on fait pas comme ça. Sauf les témanim. Les témanim, eux, ils prennent la soupe, hop, sur la, même si elle n'est pas congelée. Rien du tout. Ils mettent la soupe sur la plaque, il n'y a pas de problème. Ils font comme le Rambam. Ok, Rav. Ok. Merci beaucoup, Rav. Sorot tovot, laila tov, arbe hatzlacha lekulam. Hazak, merci beaucoup.